L'atmosphère du commissariat, ce jour-là, n'avait rien d'ordinaire, même si en apparence tout semblait suivre le rythme habituel des procédures et des rapports à signer. Une tension sourde traversait les couloirs, une pression invisible qui se lisait dans les regards échangés et dans les silences prolongés. Martin Constant restait immobile devant le tableau d'enquête consacré à Brice Mussard, les bras croisés, les épaules rigides, absorbé par cette photographie devenue presque obsédante. Le visage de Mussard n'était plus simplement celui d'un suspect à neutraliser, mais celui d'un adversaire méthodique qui semblait anticiper chaque mouvement de la police avec une précision déconcertante. Depuis plusieurs jours, Martin reconstruisait avec obstination les déplacements de cet homme, s'appuyant sur les images de vidéosurveillance, les relevés horaires, les témoignages fragmentaires, tout ce qui pouvait constituer une trame cohérente. Nordine et Georges avaient passé des heures à analyser des séquences parfois insignifiantes en apparence, cherchant un détail, un arrêt trop long, un détour injustifié, tandis que Roxane, avec son expertise technique, avait permis de faire émerger certains éléments que d'autres auraient négligés. Malgré ces avancées, une impression persistait, celle d'être toujours en retard d'un coup, comme si Mussard avait intégré dans sa stratégie la capacité de la police à progresser. Lorsque Martin avait identifié le box susceptible de servir de cache pour les bijoux volés, il avait senti une lueur de certitude traverser son esprit, non pas une intuition vague, mais une construction logique solide fondée sur des incohérences précises dans les trajets et les horaires. Toutefois, cette conviction ne suffisait pas à convaincre le procureur Sébastien Perrault, dont la prudence s'expliquait autant par des considérations juridiques que par la crainte d'un emballement médiatique. Sébastien redoutait que la perquisition ne soit interprétée comme un acharnement policier, une manière pour les enquêteurs de s'entêter faute de preuves tangibles, et il refusa d'abord d'accorder l'autorisation officielle. Ce refus eut sur Martin un effet immédiat mais silencieux. Il n'éleva pas la voix, ne contesta pas frontalement la décision, cependant une crispation subtile marqua son visage, trahissant la frustration d'un homme conscient que le temps jouait contre lui. Il tenta malgré tout une manœuvre en appelant directement le propriétaire du box, espérant obtenir une ouverture informelle, une collaboration de bon sens qui permettrait de gagner quelques heures précieuses. Le propriétaire, courtois mais ferme, refusa d'ouvrir sans document officiel, invoquant la nécessité de respecter la procédure. Martin raccrocha avec le sentiment diffus que cette prudence n'était pas seulement administrative mais teintée d'une loyauté implicite envers Mussard. Ce pressentiment se confirma lorsque le propriétaire, peu après l'appel, prévint Mussard de l'intérêt soudain que la police portait à son box. L'information fut transmise sans agitation, presque comme un simple détail logistique, mais elle offrit à Mussard ce qu'il exploitait le mieux, le temps. Les bijoux, soigneusement dissimulés dans une boîte à outils parmi des objets ordinaires, furent déplacés avec méthode, sans précipitation apparente, comme si l'opération faisait partie d'un plan anticipé depuis longtemps. À cet instant précis, la partie changea subtilement d'équilibre, même si les enquêteurs l'ignoraient encore. Pendant que ces manœuvres se déroulaient, une autre tension, d'une nature différente, prenait forme dans la sphère intime de Sarah et Roxane. Le lundi était devenu pour elles un rituel rassurant, un espace protégé où la routine offrait une stabilité après les épreuves traversées. Pourtant, Sarah ressentait depuis quelque temps le besoin de dépasser cette mécanique sécurisante, de ne plus laisser son traumatisme définir les contours de leur relation. Elle prit alors l'initiative d'organiser une soirée différente, plus intime, et contacta Barr pour lui demander de garder Enora, démarche qui n'était pas anodine car elle signifiait un désir affirmé de reconquête personnelle. La solution trouva rapidement son équilibre grâce à l'intervention d'Erika et de Marceau, qui acceptèrent de prendre le relais, permettant à Sarah de se concentrer pleinement sur cette décision qu'elle mûrissait depuis des jours. Lorsque Roxane rentra chez elle, elle découvrit une atmosphère transformée, une lumière plus douce, un message invitant à briser la routine, et surtout une Sarah vulnérable mais déterminée, prête à franchir une étape qu'elle redoutait autant qu'elle désirait. Roxane, attentive à ne rien forcer, laissa à Sarah l'espace nécessaire pour exprimer sa volonté, et ce moment, loin d'être spectaculaire, constitua un acte profond de confiance et de reconstruction. Au commissariat, la situation évolua brusquement lorsque le procureur, après réflexion, autorisa finalement la perquisition du box. Ce revirement, tardif mais officiel, déclencha une mobilisation rapide. Martin, accompagné d'Aurore et de Nordine, se rendit sur place avec une concentration accrue, conscient que la moindre erreur pourrait définitivement compromettre l'enquête. La présence du procureur et du bâtonnier donnait à l'opération une solennité presque théâtrale,
comme si chacun pressentait que l'issue aurait une portée symbolique au-delà de la simple découverte d'objets volés. Mussard les accueillit avec un calme maîtrisé, ouvrit le box sans résistance apparente, et laissa la police constater l'absence totale des bijoux. À l'intérieur, seuls des objets ordinaires occupaient l'espace, et bien que Martin remarqua immédiatement la trace laissée par une boîte déplacée, l'ouverture de celle-ci ne révéla qu'un ensemble d'outils de bricolage parfaitement banal. Le silence qui suivit fut plus lourd qu'une protestation. Il n'y eut ni provocation ni triomphe explicite de la part de Mussard, mais son assurance tranquille suffisait à souligner l'échec de l'opération. Pour Martin, cet instant marqua une fissure intérieure qu'il s'efforça de masquer derrière une posture professionnelle irréprochable. Il ne doutait pas de la culpabilité de Mussard, cependant il prenait pleinement conscience de l'écart stratégique qui les séparait encore. La perquisition, loin de consolider l'enquête, exposait désormais la police à un risque d'affaiblissement institutionnel, surtout face à un suspect capable de manipuler les délais et les procédures avec une froide intelligence. Ainsi, alors que la soirée avançait et que Sarah tentait de reconstruire une part d'elle-même aux côtés de Roxane, Martin quittait le box avec la certitude amère que Mussard avait encore une longueur d'avance. La partie ne faisait que commencer, mais l'humiliation silencieuse de cet échec renforçait la détermination du commandant, même si au fond de lui une inquiétude nouvelle s'installait, celle de comprendre qu'il ne poursuivait plus seulement un suspect, mais un stratège capable d'exploiter la moindre hésitation. Le retour au commissariat ne fut accompagné d'aucune explosion de colère ni de reproches ouverts, mais d'un silence dense, presque compact, qui semblait s'être glissé entre les membres de l'équipe comme une présence indésirable. Martin traversa le couloir sans ralentir, saluant à peine les regards interrogatifs de quelques collègues qui avaient déjà compris, à la rigidité de ses épaules, que la perquisition n'avait rien donné. L'humiliation ne s'exprimait pas par des mots, elle se lisait dans la manière dont il déposait son dossier sur le bureau, dans la précision excessive avec laquelle il alignait les feuilles, comme s'il tentait de remettre de l'ordre dans un chaos invisible. Aurore, qui le connaissait suffisamment pour déceler les fissures derrière la façade professionnelle, s'approcha sans l'interrompre immédiatement. Elle savait que Martin détestait paraître vulnérable, encore plus devant ses équipes, et qu'il interprétait chaque revers comme une atteinte personnelle à sa capacité de protéger la ville. Ce qui le rongeait n'était pas seulement l'échec technique de la perquisition, mais la sensation d'avoir été manipulé, d'avoir joué exactement la partition que Mussard attendait de lui. Cette idée, plus que l'absence des bijoux, constituait la véritable blessure. Nordine, de son côté, oscillait entre frustration et volonté de prouver qu'il méritait sa place au sein de l'équipe. Il revoyait mentalement les images de vidéosurveillance, cherchant un détail qu'il aurait pu négliger, une erreur qui expliquerait comment Mussard avait anticipé leur intervention. Être le fils de Martin ajoutait une pression supplémentaire qu'il s'imposait lui-même, car chaque échec collectif prenait, pour lui, une dimension intime, presque filiale. Il aurait voulu dire quelque chose pour alléger l'atmosphère, proposer une nouvelle piste, mais il comprenait que ce moment exigeait d'abord une digestion silencieuse. Dans le bureau du procureur, Sébastien Perrault ressentait également les répercussions de sa décision tardive. S'il avait initialement refusé la perquisition pour protéger l'institution d'un éventuel emballement médiatique, il ne pouvait ignorer que ce délai avait offert à Mussard l'espace nécessaire pour agir. La prudence juridique, qu'il revendiquait comme une vertu, prenait désormais le goût amer d'une erreur stratégique. Toutefois, il n'exprimait pas de remords visibles, préférant maintenir une distance formelle, convaincu que l'enquête devait désormais s'appuyer sur des éléments plus solides que des intuitions. Martin, assis face à son écran, revivait mentalement la scène du box, chaque détail, chaque seconde, comme s'il cherchait à y déceler une faille exploitable. La trace au sol, l'empreinte laissée par la boîte déplacée, l'assurance presque polie de Mussard lorsqu'il avait ouvert la porte, tout cela composait une mosaïque troublante. Il comprenait qu'il ne s'agissait plus seulement de retrouver des bijoux, mais de déjouer un esprit capable de calculer les réactions adverses avec une précision inquiétante. Cette prise de conscience renforçait sa détermination autant qu'elle alimentait une inquiétude sourde. À force de courir derrière un homme aussi méthodique, risquait-il de perdre l'objectivité nécessaire à l'enquête ? Pendant que la tension policière se consolidait, un autre conflit, plus intime et tout aussi déterminant, se développait autour de Violette. La jeune fille avait officiellement inscrit, sur Parcoursup, un BTS sanitaire et social comme premier choix, affirmant vouloir aider les autres sans se soucier du gain financier. Ce choix, en apparence altruiste, heurtait frontalement la vision pragmatique de Philippine, pour qui la sécurité matérielle constituait une priorité indiscutable.
Derrière leur désaccord se cachait une divergence profonde sur la définition même de la réussite. Violette, cependant, portait en elle un doute plus radical qu'elle n'osait d'abord formuler. Lorsqu'elle retrouva Charles à la sortie des cours, sous prétexte d'une promenade à vélo qui devait lui permettre de visiter une école, elle laissa finalement émerger une vérité plus brute, elle ne souhaitait pas poursuivre d'études. Cette confession n'était pas le fruit d'une rébellion superficielle, mais l'expression d'un désarroi diffus, d'une fatigue face aux injonctions de performance et aux projections d'un avenir déjà tracé. Elle avait l'impression que chaque choix proposé l'enfermait davantage dans une trajectoire qui ne lui appartenait pas. Charles, pris entre loyauté et inquiétude, tenta d'accueillir cette révélation sans jugement immédiat. Il comprenait la pression que Philippine exerçait, souvent animée par la peur de voir sa fille se contenter d'une existence précaire, mais il percevait aussi la fragilité derrière les mots de Violette. En mentant partiellement à Philippine, en évoquant un simple mal de ventre pour justifier certaines absences, il cherchait à offrir à Violette un espace de respiration, même s'il savait que ce compromis ne pourrait durer indéfiniment. Chez Philippine, la déception se mêlait à l'incompréhension. Pour elle, refuser les études revenait à refuser une protection essentielle contre les incertitudes de la vie adulte. Elle n'interprétait pas la décision de sa fille comme un cri d'angoisse, mais comme une forme d'inconséquence, et cette lecture biaisée nourrissait un conflit larvé, silencieux mais profond, qui risquait d'éroder progressivement leur relation. Dans un registre différent, Raphaël devait faire face à une remise en question professionnelle qui fragilisait son équilibre déjà précaire. Le doyen lui avait demandé de se mettre en retrait le temps d'une réorganisation pédagogique, évoquant la nécessité de préserver l'institution pendant l'enquête en cours. Derrière cette formulation administrative se profilait la menace d'une mise à pied temporaire, et avec elle la crainte d'un discrédit durable. Raphaël, habitué à affronter les adversités avec combativité, se retrouvait confronté à une situation où sa marge de manœuvre semblait réduite, dépendante de décisions prises au-dessus d'elle. La juxtaposition de ces tensions, l'humiliation professionnelle de Martin, le conflit générationnel autour de Violette, l'incertitude institutionnelle de Raphaël, dessinaient un paysage émotionnel instable où chacun tentait de préserver son équilibre. À cela s'ajoutait, en arrière-plan, la détermination silencieuse de Sarah à reconstruire son intimité avec Roxane, comme si, face aux échecs et aux incertitudes, certains choisissaient de consolider ce qui pouvait encore l'être. Au commissariat, la nuit tombait lentement lorsque Martin se leva enfin de son bureau. Il comprenait que l'échec du jour ne marquait pas la fin de l'enquête, mais le début d'une confrontation plus stratégique. Mussard avait anticipé la perquisition, certes, mais ce geste même révélait une crainte, celle d'être suffisamment proche de la vérité pour nécessiter un déplacement précipité des preuves. Cette pensée, fragile mais tenace, ravivait une étincelle d'espoir. La partie s'annonçait longue, et Martin savait désormais qu'elle ne se gagnerait ni par la précipitation ni par l'orgueil, mais par une patience plus froide encore que celle de son adversaire. Pendant que Seth s'enfonçait dans la nuit, chaque personnage avançait sur sa propre ligne de fracture, sans savoir que les choix intimes et les décisions institutionnelles finiraient par se croiser dans une même onde de choc. La nuit avait recouvert Seth d'un calme trompeur, mais pour Martin Constant, le silence n'apportait aucun apaisement. Installé seul dans son bureau, la lumière froide de l'écran reflétant les traits tirés de son visage, il repassait mentalement chaque étape de l'enquête comme on rejoue une partie perdue en cherchant le coup exact où tout a basculé. Ce qui le troublait n'était pas seulement l'efficacité de Mussard, mais la cohérence presque élégante de sa stratégie. Rien n'avait été improvisé, chaque mouvement semblait avoir été anticipé avec une lucidité glaciale. Plus Martin y réfléchissait, plus une hypothèse s'imposait à lui. Mussard ne se contentait pas de réagir aux actions de la police, il les prévoyait. Il connaissait les délais administratifs, les hésitations du parquet, la manière dont une demande de perquisition pouvait être retardée pour des raisons juridiques ou médiatiques. Cette connaissance n'était pas anodine. Elle révélait soit une expérience solide du système, soit des conseils extérieurs avisés, soit une capacité d'observation hors norme. Dans tous les cas, l'adversaire n'était pas un simple voleur opportuniste, mais un homme capable d'intégrer la psychologie institutionnelle dans son propre plan. Aurore, de son côté, analysait la situation avec une approche plus pragmatique. Elle ne niait pas l'humiliation subie, mais refusait de la laisser définir l'étape suivante. Pour elle, la disparition précipitée des bijoux confirmait au contraire la pertinence de leurs soupçons. Un homme innocent n'aurait pas pris la peine de déplacer des objets inexistants. Cette logique simple constituait une base solide, même si elle restait insuffisante juridiquement.
Lorsqu'elle retrouva Martin le lendemain matin, elle choisit de ne pas évoquer l'échec frontalement, mais de l'amener vers une réflexion plus stratégique, suggérant que la précipitation de Mussard pouvait désormais devenir un angle d'attaque. Martin l'écoutait, conscient que son propre agacement risquait de brouiller sa lucidité. Il n'aimait pas être devancé, encore moins publiquement, et la présence du procureur et du bâtonnier lors de la perquisition avait amplifié cette sensation d'exposition. Pourtant, il savait qu'un chef ne pouvait pas se permettre de transformer une frustration personnelle en décision hâtive. L'enjeu dépassait son orgueil. Il s'agissait de restaurer l'équilibre dans une partie où chaque faux pas renforçait la confiance de l'adversaire. Pendant ce temps, Brice Mussard poursuivait sa vie avec une apparente normalité. Ceux qui le croisaient ne voyaient qu'un homme discret, organisé, presque banal dans sa manière de se fondre dans le quotidien. Mais derrière cette façade, son esprit restait en mouvement constant. Il évaluait les risques, recalculait les délais, anticipait les réactions possibles de la police après l'échec du box. Loin de se relâcher, il savait que le véritable danger résidait dans l'entêtement silencieux de Martin, dans cette capacité à revenir, encore et encore, jusqu'à trouver la faille. Cette tension stratégique s'inscrivait dans un climat général où chacun semblait avancer sur une ligne instable. Chez Sarah et Roxane, la soirée intime avait laissé une trace douce mais fragile. Le pas franchi par Sarah n'était pas seulement physique, il marquait un refus de laisser la peur continuer à gouverner son corps et son désir. Pourtant, le lendemain, au commissariat, en croisant le regard concentré de Martin, elle sentit à quel point les combats pouvaient prendre des formes différentes. Certains se menaient dans l'intimité d'une chambre, d'autres dans la froideur d'un dossier d'enquête. Violette, quant à elle, oscillait toujours entre l'envie de tout arrêter et la crainte de décevoir irrémédiablement Philippine. Elle observait sa mère avec une distance nouvelle, percevant dans chaque remarque sur l'argent ou la stabilité professionnelle une angoisse dissimulée sous des arguments rationnels. Cette tension silencieuse s'accumulait, prête à éclater au moindre mot de trop. Charles tentait de jouer l'intermédiaire, mais il savait que la vérité finirait par s'imposer et que le mensonge protecteur qu'il avait choisi ne ferait que retarder l'affrontement. Au commissariat, Martin convoqua une réunion restreinte avec Aurore, Nordine et Georges afin de redéfinir leur approche. Il exposa calmement ce qu'il considérait désormais comme l'erreur principale, avoir laissé Mussard contrôler le rythme. Il insista sur la nécessité de modifier leur stratégie, non pas en intensifiant la pression visible, mais en travaillant sur des angles secondaires, des points que Mussard n'aurait peut-être pas jugés prioritaires. Cette réorientation témoignait d'un changement subtil chez Martin. L'humiliation initiale se transformait progressivement en détermination froide. Nordine, en écoutant son père, percevait cette évolution et comprenait que l'enquête entrait dans une phase plus complexe. Il ressentait toujours le poids du lien filial, mais il commençait aussi à s'affirmer comme enquêteur à part entière, proposant d'explorer certaines connexions indirectes de Mussard, des contacts moins évidents, des habitudes qui auraient pu passer inaperçues. Martin accueillit cette suggestion sans réserve, signe que la relation professionnelle entre eux gagnait en maturité. Dans ce contexte tendu, la ville continuait pourtant de vivre, indifférente aux stratégies invisibles qui se déployaient en coulisses. Les marchés ouvraient, les cafés se remplissaient, les conversations ordinaires recouvraient les inquiétudes. Mais sous cette normalité apparente, une question persistait, jusqu'où Mussard était-il prêt à aller pour préserver son avance? Et surtout, combien de temps Martin accepterait-il de jouer en réaction plutôt qu'en initiative? À mesure que la journée avançait, une évidence s'imposait à Martin. Pour battre un adversaire qui anticipe les règles, il faut parfois changer la nature même du jeu. Cette réflexion ne signifiait pas transgresser la loi, mais comprendre que la rigidité pouvait devenir une faiblesse face à un esprit flexible. Le combat n'était plus seulement judiciaire, il était psychologique. Et dans cette guerre silencieuse, la première véritable fissure ne se situait peut-être pas du côté de Mussard, mais dans la conscience de Martin lui-même, qui réalisait qu'il ne pouvait plus se contenter d'appliquer les procédures habituelles. Il devait penser autrement, accepter le risque calculé, et surtout, ne plus laisser l'humiliation guider ses choix. La partie, désormais, entrait dans une phase plus dangereuse, où chaque décision pourrait soit renverser la dynamique, soit confirmer l'avance du suspect. Dans les regards échangés au commissariat, dans les silences prolongés entre deux instructions, on percevait que quelque chose avait changé. L'enquête n'était plus une simple affaire criminelle, elle devenait une confrontation d'esprit. Le lendemain de la perquisition manquée, Martin Constant ne chercha ni à effacer l'épisode ni à en minimiser l'impact. Au contraire,
Il décida d'en faire un point de bascule, un moment charnière à partir duquel il fallait cesser de courir derrière l'ombre de Mussard pour commencer à observer la lumière qu'elle projetait. Il savait désormais que l'erreur ne résidait pas uniquement dans le retard de l'autorisation, mais dans la prévisibilité de leur approche. Ils avaient suivi une trajectoire logique, visible, presque académique. Mussard, lui, avait anticipé cette logique. Assis face à Aurore dans son bureau, Martin développa une idée qui s'imposait peu à peu à lui. Si le suspect avait déplacé les bijoux avant la perquisition, c'est qu'il était certain que celle-ci aurait lieu, tôt ou tard. Cette certitude impliquait qu'il surveillait attentivement les mouvements de la police, qu'il interprétait chaque appel, chaque question, comme un signal. Cela signifiait aussi qu'il fonctionnait dans un état d'alerte permanent. Et un homme constamment en alerte finit toujours par commettre une micro-erreur. Aurore partageait cette analyse mais insistait sur un point plus subtil. L'assurance de Mussard au moment d'ouvrir le box n'était pas seulement celle d'un homme qui a anticipé, c'était celle d'un homme qui savait qu'il était observé. Il avait transformé la perquisition en démonstration de supériorité. Ce détail troublait Aurore davantage que l'absence des bijoux, car il révélait un besoin de contrôle psychologique. Mussard ne cherchait pas seulement à échapper à la justice, il cherchait à humilier. Pendant ce temps, Nordine et Georges continuaient à exploiter les données numériques, élargissant leur champ d'analyse au-delà des trajets évidents. Ils examinèrent les périodes d'inactivité apparentes, ces moments où Mussard semblait disparaître des radars, convaincus que c'est précisément dans ces zones grises que se cachaient les déplacements décisifs. La patience devenait leur principale arme, une patience méthodique qui contrastait avec la tension accumulée depuis l'échec. Dans un registre plus intime, les répercussions de la perquisition se faisaient sentir jusque dans les relations personnelles. Martin, habituellement capable de cloisonner vie professionnelle et sphère privée, sentait que l'affaire Mussard s'infiltrait dans ses pensées au point d'altérer son humeur. Chaque conversation devenait plus brève, chaque silence plus lourd. Aurore le remarquait sans le formuler directement, consciente que le chef qu'elle respectait devait d'abord trouver lui-même l'équilibre entre détermination et obsession. Chez Violette, la tension avec Philippine atteignait un niveau plus perceptible. Le débat sur l'avenir n'était plus théorique, il s'installait dans les gestes quotidiens, dans la manière dont Philippine évoquait les sacrifices qu'elle avait consentis pour assurer un avenir stable à sa fille. Violette ressentait ces paroles comme une pression invisible qui réduisait son propre droit au doute. Elle ne parvenait pas encore à expliquer clairement ce qui la poussait à rejeter les études, mais elle savait que son refus n'était pas une provocation. Il s'agissait d'un besoin de se définir autrement que par les attentes imposées. Charles, placé malgré lui entre les deux, percevait l'inéluctabilité du conflit. Son mensonge sur les absences médicales ne pourrait pas masquer longtemps l'ampleur de la remise en question de Violette. Il tentait de l'encourager à clarifier ses motivations, non pour la convaincre de reprendre le chemin académique, mais pour éviter qu'une décision aussi radicale ne naisse uniquement d'un malaise temporaire. Au commissariat, Martin convoqua de nouveau son équipe et proposa une approche différente. Plutôt que de chercher immédiatement les bijoux disparus, ils allaient examiner les interactions périphériques de Mussard, ses habitudes logistiques, ses contacts indirects, les lieux qu'il fréquentait sans raison apparente. L'objectif n'était plus de prouver un fait isolé, mais de démontrer une cohérence criminelle. Cette stratégie exigeait du temps et une discrétion absolue, car le moindre signe d'activité visible risquait d'alerter Mussard une nouvelle fois. Ce changement d'angle traduisait une évolution intérieure chez Martin. L'humiliation initiale se transformait en vigilance froide. Il ne s'agissait plus de réagir, mais d'anticiper à son tour. Cette inversion de posture constituait un premier pas vers la reconquête du terrain psychologique. Parallèlement, Sarah retrouvait progressivement un équilibre plus serein avec Roxane. Le pas franchi lors de leur soirée intime avait renforcé une confiance mutuelle qui dépassait la simple dimension physique. Dans un contexte où tant de personnages semblaient lutter contre des forces extérieures, leur rapprochement incarnait une forme de résistance silencieuse. Sarah comprenait désormais que sa vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une preuve de courage. Cette prise de conscience la rendait plus attentive encore aux tensions perceptibles au commissariat, notamment dans le regard de Martin. Quant à Mussard, il observait la situation avec un détachement calculé. L'absence de réaction immédiate de la police après la perquisition ne le rassurait pas totalement. Il savait que Martin n'était pas homme à abandonner. Son avantage reposait sur la capacité à rester un coup en avance, mais cette avance devait être constamment entretenue. Le moindre relâchement pourrait transformer la supériorité en piège. Ainsi, la ville semblait suspendue entre deux dynamiques opposées.
d'un côté, des tensions personnelles prêtes à éclater, de l'autre, une confrontation stratégique qui se complexifiait. Martin avait compris que pour battre Mussard, il devait accepter de jouer sur un terrain plus subtil, moins visible, presque invisible. Cette décision marquait une inflexion décisive. Car désormais, la question n'était plus de savoir si Mussard avait encore un coup d'avance, mais de déterminer combien de temps il pourrait maintenir cette illusion sans commettre l'erreur que Martin attendait patiemment. À mesure que les jours passaient, un déplacement imperceptible s'opérait dans la dynamique de l'enquête, un glissement si subtil qu'il aurait pu échapper à un regard moins attentif. Martin Constant ne cherchait plus à obtenir un coup d'éclat immédiat ni à provoquer une confrontation frontale avec Brice Mussard. Il s'était installé dans une posture d'observation méthodique, laissant croire à un ralentissement de la pression, alors même qu'il élargissait en silence le périmètre de surveillance. Ce choix n'était pas seulement stratégique, il relevait d'une discipline intérieure. Après l'humiliation du box, Martin avait compris que l'impulsivité constituait le terrain préféré de Mussard. En modifiant son rythme, en réduisant les gestes visibles, il cherchait à déstabiliser un adversaire habitué à anticiper des procédures classiques. L'idée était simple, si Mussard attendait une réaction immédiate, l'absence apparente d'initiative pouvait devenir une source d'incertitude. Nordine et Georges travaillaient désormais sur des angles périphériques, analysant les connexions secondaires de Mussard, les appels brefs, les trajets courts mais répétés, les interactions qui, prises isolément, semblaient insignifiantes. L'objectif n'était plus de trouver les bijoux directement, mais d'identifier la structure logistique qui avait permis leur déplacement. Dans cette approche, chaque détail devenait une pièce potentielle d'un puzzle plus vaste. Aurore observait avec attention l'évolution de Martin. Elle percevait chez lui une transformation presque imperceptible. L'agacement initial avait laissé place à une concentration plus froide, plus stratégique. Il ne parlait plus de « coincer » Mussard, mais de « comprendre » son système. Cette nuance révélait un changement profond. Comprendre signifiait anticiper, et anticiper impliquait de se placer à hauteur d'esprit de l'adversaire. Pendant ce temps, Mussard, convaincu d'avoir neutralisé la menace immédiate, ajustait ses propres calculs. Il savait que l'échec de la perquisition avait porté un coup symbolique à la police, mais il ne sous-estimait pas la capacité de Martin à revenir. Son comportement extérieur restait mesuré, presque effacé, mais son attention aux détails s'intensifiait. Il surveillait les variations d'attitude des enquêteurs, cherchant le signe d'une nouvelle offensive. C'est précisément dans cette vigilance accrue qu'apparut une micro-fissure. En analysant certains enregistrements téléphoniques, Georges remarqua une série d'appels courts passés depuis le téléphone de Mussard vers un numéro secondaire, non répertorié parmi ses contacts habituels. Ces appels, d'une durée insignifiante, avaient été espacés de manière irrégulière, comme s'ils répondaient à un code implicite plutôt qu'à une nécessité conversationnelle. Pris isolément, ils ne constituaient pas une preuve. Mais replacés dans le contexte du déplacement précipité des bijoux, ils devenaient intrigants. Martin ne réagit pas immédiatement. Il demanda à vérifier les bornages téléphoniques correspondants, à croiser les données avec les moments précis où Mussard semblait disparaître des caméras. Les résultats ne livraient pas encore de certitude, mais ils dessinaient une zone géographique cohérente, un périmètre restreint dans lequel les appels avaient systématiquement été émis. Cette cohérence suffisait à raviver une tension maîtrisée. Parallèlement, les tensions personnelles continuaient de se densifier. Violette, confrontée à l'insistance de Philippine, sentait que le moment de vérité approchait. Le silence qu'elle entretenait sur son refus d'études ne pouvait durer éternellement. Chaque repas devenait un terrain miné où les conversations dérivaient inévitablement vers l'avenir, les diplômes, les opportunités. Violette ressentait une pression croissante, non pas parce qu'elle manquait d'arguments, mais parce qu'elle ne parvenait pas encore à formuler clairement ce qu'elle voulait à la place. Charles comprenait que la situation ne pourrait se résoudre que par une confrontation honnête. Il percevait chez Violette un mélange de peur et de lucidité, une volonté de ne pas s'enfermer dans un parcours par défaut. Toutefois, il redoutait l'impact d'un aveu brutal sur Philippine, dont l'attachement à la réussite sociale était nourri par une crainte profonde de la précarité. Au commissariat, l'équipe commençait à ressentir un léger changement d'équilibre. L'analyse des appels n'était pas spectaculaire, mais elle introduisait un doute du côté de Mussard. Martin, en examinant les cartes de localisation, comprenait que ces communications brèves pouvaient signaler un intermédiaire, une personne chargée de conserver ou de déplacer les bijoux. Cette hypothèse, encore fragile, constituait néanmoins la première piste nouvelle depuis l'échec du box. Sarah, de son côté,
observait les évolutions au commissariat avec une sensibilité accrue. Le climat, autrefois marqué par la frustration, semblait désormais traversé par une détermination plus silencieuse. Elle reconnaissait chez Martin une forme de résilience qui faisait écho à son propre cheminement personnel. De la même manière qu'elle avait choisi de ne plus laisser son traumatisme dicter sa vie intime, Martin semblait refuser de laisser l'humiliation définir son action professionnelle. Quant à Mussard, il commença à percevoir une absence inquiétante, celle des gestes visibles de la police. Le silence stratégique pouvait être plus déstabilisant qu'une perquisition. Ne sachant pas exactement où se portait désormais l'attention des enquêteurs, il dut élargir sa propre vigilance, multipliant les précautions, limitant ses déplacements. Cette prudence accrue, paradoxalement, augmentait le risque d'erreur. La partie, jusque-là dominée par l'assurance froide de Mussard, entrait dans une phase d'incertitude partagée. Pour la première fois, l'avance du suspect ne paraissait plus absolue. Elle dépendait désormais de sa capacité à maintenir un contrôle total sur chaque variable, ce qui, dans la durée, relevait d'un équilibre instable. Martin, en refermant son dossier tard dans la soirée, savait que la piste des appels n'était qu'un fil ténu. Mais il comprenait aussi qu'une stratégie ne bascule pas toujours par un événement spectaculaire, elle se fissure souvent par une accumulation de détails négligés. Et dans cette accumulation, il entrevoyait la possibilité d'un renversement. L'équilibre fragile qui s'était installé après l'échec du box commençait lentement à se transformer en tension palpable, non plus seulement du côté de la police, mais également chez celui qui, jusque-là, semblait contrôler chaque paramètre avec une précision clinique. Brice Mussard, habitué à anticiper les réactions adverses, se retrouvait confronté à une situation nouvelle. L'absence de mouvement visible devenait plus inquiétante que l'offensive ouverte. Martin Constant avait volontairement réduit les gestes spectaculaires, conscient que chaque démonstration d'autorité alimentait la mécanique d'anticipation de son adversaire. Au lieu de cela, il avait privilégié une surveillance indirecte, presque imperceptible, qui exigeait de son équipe une discipline constante. Les appels courts détectés par Georges n'étaient toujours pas exploitables juridiquement, mais leur répétition, associée à une zone géographique récurrente, dessinait désormais une hypothèse cohérente. Cette zone, située à la périphérie d'un quartier résidentiel relativement discret, présentait peu d'activités notables. Pourtant, en recoupant les bornages avec les moments précis où Mussard semblait avoir disparu des radars lors du déplacement des bijoux, une concordance troublante apparaissait. Martin ne voulait pas se laisser emporter par l'enthousiasme prématuré. Il avait appris, à ses dépens, que la certitude devait toujours être validée par la patience. Aurore partageait cette prudence, mais elle percevait un autre élément, plus subtil encore. Depuis quelques jours, Mussard avait modifié légèrement ses habitudes, réduisant certains déplacements habituels, écourtant ses présences dans des lieux publics où il se montrait auparavant sans crainte. Ce changement pouvait sembler anodin pour un observateur extérieur, mais pour un esprit entraîné à décrypter les variations comportementales, il révélait un état d'alerte croissant. L'homme qui avait ouvert son box avec assurance n'était plus tout à fait le même. L'assurance subsistait, mais elle était désormais doublée d'une vigilance plus nerveuse. Pendant ce temps, au commissariat, l'équipe fonctionnait avec une coordination plus silencieuse que jamais. Nordine s'était investi pleinement dans l'analyse des déplacements indirects, refusant que l'humiliation du box définisse son implication. Il ressentait encore le poids symbolique de cet échec, mais il transformait cette pression en énergie méthodique. Pour la première fois, Martin le regardait moins comme un fils à protéger que comme un enquêteur capable d'apporter une perspective complémentaire. Cette évolution relationnelle, discrète mais réelle, renforçait la cohésion de l'équipe. Martin comprenait que l'erreur stratégique initiale ne devait pas se répéter, il ne pouvait plus agir seul dans sa tête. Chaque hypothèse devait être partagée, discutée, déconstruite, afin d'éviter de tomber dans le piège de la projection. Chez Sarah et Roxane, la stabilité retrouvée contrastait avec l'intensification de la tension professionnelle. La soirée intime avait créé un point d'ancrage solide, un espace où Sarah ne se sentait plus définie par son traumatisme. Cette sérénité nouvelle lui permettait d'observer les fluctuations au commissariat avec plus de recul. Elle percevait chez Martin une concentration différente, moins impulsive, presque introspective. Cette transformation n'était pas anodine. Elle indiquait que l'affrontement avec Mussard ne se jouait plus seulement sur le terrain des preuves matérielles, mais sur celui de la résistance psychologique. Dans la sphère familiale, la situation de Violette atteignait un seuil critique. Philippine, inquiète face aux absences et aux hésitations de sa fille, commençait à soupçonner que le projet de BTS n'était qu'un compromis fragile.
La conversation, longtemps évitée, devenait inévitable. Violette ressentait la nécessité de clarifier son refus d'études, non par provocation, mais par honnêteté. Ce moment de vérité, qu'elle redoutait, révélait une tension similaire à celle qui traversait l'enquête, l'impossibilité de maintenir indéfiniment une façade rassurante. Au centre de toutes ces lignes de fracture, Mussard commit une erreur minime, presque imperceptible, mais suffisante pour fissurer l'illusion d'invulnérabilité. Un des appels courts, analysé plus en profondeur, révéla un décalage horaire inattendu. Le téléphone secondaire utilisé pour recevoir ces communications avait été activé quelques minutes avant l'émission de l'appel depuis l'appareil principal de Mussard. Cette activation répétée, trop précise pour être accidentelle, suggérait un protocole coordonné. En élargissant l'analyse, Georges identifia un appareil distinct présent dans la même zone géographique lors de ces activations, un téléphone enregistré sous une identité sans lien apparente avec Mussard. Ce détail n'était pas encore une preuve, mais il introduisait une variable nouvelle, la possibilité d'un complice logistique. Martin accueillit cette information avec une retenue calculée. Il savait que la découverte d'un intermédiaire changeait profondément la dynamique de l'affaire. Si les bijoux avaient été déplacés, ils n'étaient probablement plus sous le contrôle direct de Mussard. Cette séparation volontaire entre l'auteur présumé et la preuve matérielle constituait une stratégie intelligente, mais elle multipliait également les points de vulnérabilité. Plus il y a d'acteurs, plus il y a de risques. Mussard, sans le savoir, avait déplacé la bataille vers un terrain moins maîtrisable. Pour la première fois depuis la perquisition, Martin ressentit non pas un soulagement, mais une certitude froide. L'avance de son adversaire n'était plus absolue. Elle dépendait désormais de la loyauté et de la discrétion d'un tiers. Et dans toute organisation clandestine, la fragilité réside toujours dans l'élément humain. La nuit tombait de nouveau sur Sète, enveloppant la ville d'une tranquillité apparente qui contrastait avec l'intensification souterraine des tensions. Au commissariat, les regards échangés étaient plus déterminés. L'humiliation initiale s'était transformée en moteur stratégique. La partie n'était plus déséquilibrée. Elle entrait dans une phase où chaque erreur, même infime, pouvait inverser définitivement le rapport de force. Et dans l'ombre de cette progression silencieuse, Mussard continuait de croire qu'il maîtrisait l'ensemble des variables, sans percevoir que son propre besoin de contrôle venait d'introduire la faille que Martin attendait. À ce stade de l'enquête, le rapport de force ne se mesurait plus à l'absence ou à la présence des bijoux, mais à la capacité de chacun à supporter la pression croissante sans commettre l'erreur fatale. Martin Constant n'avait plus besoin d'élever la voix ni de multiplier les convocations spectaculaires. Il avait compris que l'essentiel se jouait désormais dans la durée, dans la patience presque clinique qui l'opposait à la maîtrise calculée de Brice Mussard. L'identification d'un téléphone secondaire activé de manière synchronisée avec les appels courts constituait un élément fragile mais déterminant. Martin décida de ne pas exploiter immédiatement cette piste de manière visible. Il savait que la moindre convocation précipitée risquait d'alerter Mussard et de pousser le complice potentiel à disparaître. Au lieu de cela, il opta pour une surveillance discrète, presque imperceptible, afin de cartographier les interactions autour de cette zone périphérique devenue stratégique. Ce choix exigeait une confiance absolue dans son équipe. Nordine et Georges poursuivaient l'analyse avec une rigueur croissante, conscients que la moindre imprécision pourrait réduire à néant des jours d'observation silencieuse. Aurore, quant à elle, veillait à maintenir l'équilibre entre détermination et prudence, consciente que l'affaire dépassait désormais le simple cadre judiciaire pour devenir un affrontement psychologique. Mussard, de son côté, commençait à percevoir un changement qu'il ne parvenait pas à identifier clairement. L'absence d'action visible de la police, loin de le rassurer, installait une inquiétude diffuse. Il était habitué à anticiper des gestes, des procédures, des demandes formelles. Le silence stratégique brouillait ses repères. Pour la première fois depuis le box, il ressentit un doute, et si la police avait cessé de le poursuivre frontalement pour l'observer ailleurs ? Ce doute, minime mais réel, altérait son assurance. Il redoubla de précautions, limita certains contacts, modifia légèrement ses horaires. Ce mouvement défensif, presque instinctif, confirmait indirectement l'intuition de Martin. L'avance de Mussard n'était plus sereine, elle devenait défensive. Au commissariat, l'atmosphère avait changé. L'humiliation initiale s'était transformée en cohésion silencieuse. Martin ne cherchait plus à prouver qu'il avait raison, il cherchait à laisser Mussard s'exposer par excès de contrôle. La découverte d'un complice potentiel représentait une variable imprévisible pour le suspect, car elle introduisait une dépendance. Et toute dépendance contient un risque.
Dans un registre parallèle, la confrontation entre Violette et Philippine atteignit son point de tension maximale. Incapable de prolonger davantage le silence, Violette avoua finalement qu'elle ne souhaitait pas poursuivre d'études, non par paresse, mais parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans les trajectoires proposées. Philippine accueillit cette révélation avec une inquiétude mêlée de colère, voyant dans ce refus une mise en danger sociale. Leur échange ne se résolut pas immédiatement, mais il marqua un tournant. La vérité, même douloureuse, remplaçait enfin les demi-mensonges protecteurs. Cette scène familiale, bien que distincte de l'enquête, résonnait étrangement avec la situation de Martin. Dans les deux cas, la stabilité apparente ne pouvait être maintenue indéfiniment sans confrontation directe. La vérité, qu'elle soit judiciaire ou intime, exigeait un moment de rupture. Chez Sarah et Roxane, la confiance consolidée lors de leur soirée intime devenait un ancrage solide face aux tensions extérieures. Sarah, observant la progression silencieuse de l'enquête, comprenait que la résilience prenait des formes multiples. Là où elle avait choisi d'affronter son traumatisme en douceur, Martin affrontait désormais son humiliation avec une froide détermination. La phase finale de cet épisode ne fut pas marquée par une arrestation spectaculaire ni par une révélation éclatante, mais par un glissement perceptible du pouvoir psychologique. Lorsque Martin examina une nouvelle fois la carte des bornages, il identifia un schéma répétitif trop précis pour être accidentel. Le téléphone secondaire, lié à la zone périphérique, semblait se synchroniser avec certains déplacements de Mussard, suggérant un point de rendez-vous régulier. Il ne disposait pas encore d'un mandat suffisant pour intervenir, mais il savait désormais que la structure logistique de Mussard n'était plus intacte. L'avance du suspect, autrefois confortable, dépendait désormais d'un tiers dont la loyauté n'était pas garantie à long terme. Dans un dernier échange silencieux au commissariat, Martin croisa le regard d'Aurore. Aucun mot ne fut nécessaire pour comprendre que la partie avait changé. Mussard avait humilié la police lors de la perquisition, mais cette humiliation avait déclenché une transformation stratégique. Le commandant n'était plus dans la réaction, il était dans l'attente calculée. Pendant ce temps, Mussard, seul, analysait ses propres variables. Il croyait toujours maîtriser la situation, mais le doute s'était installé, discret mais corrosif. Et dans un affrontement d'esprit, le doute est souvent la première fissure irréversible. Ainsi se referme cet épisode sur une tension suspendue. Martin n'a pas encore arrêté Mussard, les bijoux restent introuvables, mais l'équilibre psychologique s'est déplacé. L'homme qui gardait un coup d'avance commence à ressentir le poids de l'observation invisible. La police, humiliée un temps, n'est plus désarmée, elle est silencieuse. Et dans ce silence stratégique, la prochaine erreur n'appartiendra peut-être plus à Martin.